d'urgence, et on se rend compte que déjà, il y a beaucoup de travaux à faire. Vous prenez l'autoroute du Nord de Yopougon à Nzianouan et vous continuez, vous voyez que, bon, ce qui vient d'être fait jusqu'à Yamsoukro, on a continuellement besoin de refaire des travaux pour maintenir la praticabilité de l'autoroute. Déjà, ça fait moins de, ça fait peut-être 10 ans. Mais quand on fait ça et qu'on a un problème de revenus en Côte d'Ivoire, parce que l'une des raisons pour lesquelles on a ce taux de croissance, c'est ce code des investissements qui est tellement libéral, tellement favorable aux entreprises étrangères que finalement l'État n'a pas de revenus. Et la dernière fois, certains avaient remis en cause cela. J'espère qu'ils ont eu le temps de vérifier. En 2018, on s'est rendu compte que ça ne rapportait pas assez de revenus, donc il y a eu un autre code. Mais ce qui se passe, commandant, c'est que les entreprises multinationales sont comme le RDR-HDP. Les partis politiques ivoiriens ont commis des erreurs. En 2016, M. Ouattara a tous les pouvoirs. Et M. Ouattara ne veut rien lâcher. Et une fois que vous avez signé avec des entreprises qui sont en place, mais si vous-même proposez d'autres allègements pour leur permettre d'ouvrir leur capital ou bien pour faire ceci et cela, ça ne les intéresse plus. Elles ont ce qu'elles veulent. Et donc, à moins que vous fassiez tellement de concessions nouvelles, il ne peut pas avoir de résultats. Le code des investissements de 2019, on attend et on se rend compte que là, oui, effectivement, le problème des revenus se pose toujours. Le FMI a fait une mission en juin dernier. Le document est sorti, je peux vous l'envoyer. Le FMI prévoit que la Côte d'Ivoire va consacrer 57% de ses recettes fiscales. Parce que souvent, on parle de PIB. Mais quand on parle de PIB en termes de dette, c'est une erreur pour les pays pauvres. La France a une pression fiscale de 43%. La Côte d'Ivoire a une pression fiscale de 12%. Le PIB peut être élevé, mais les recettes ne suivent pas. Et c'est avec les recettes qu'on paye la dette. Et quand il n'y a pas de recettes, le problème va se poser à long terme. Vous l'avez dit, chaque année, la dette augmente. Le Ghana est à 13%. Voici la raison pour laquelle, face à la chute du CEDI, la dette ghanéenne a augmenté de 6 milliards de dollars. Et donc, le pays se trouve étranglé. Ce n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire, mais il faut aussi savoir que la Côte d'Ivoire a eu un PPTE en 2012, le Ghana a eu son PPTE en 2004. Et la Côte d'Ivoire est le dernier pays africain avec le Tchad à avoir bénéficié d'un PPTE. Mais la tendance, puisque la dette augmente plus vite que la croissance du PIB, et que la croissance du PIB ne permet pas de générer des ressources, des revenus suffisants pour faire face, bon, c'est une question de temps. Quoi qu'on dise, même si on va avoir du pétrole, mais si la tendance continue, l'échéance va se poser. On sait ce qu'on peut produire, mais la Côte d'Ivoire produit un document qui dit que tant qu'on n'est pas le contrat de partage, la production d'un puits, on ne peut pas spéculer. Parce qu'on fait tellement de faveurs pour attirer les investisseurs que finalement, on ne peut pas projeter des recettes à partir de ce qui existe ailleurs. C'est ce que les gens font sur les réseaux sociaux. La production n'équivaut pas aux revenus. Et lorsque l'ancien ministre du pétrole a dit que c'était 52% du profit, naturellement, le profit, ça vient après des charges, des exonérations. Donc, voici ce qui se passe, voici les risques
même si on ne veut pas le reconnaître, mais la tendance permet de penser que, effectivement, les choses ne se passent pas très bien parce qu'il y a un problème de revenu. Maintenant, ce que vous avez dit? Ce qu'il faut faire, c'est d'accélérer la constitution d'une classe moyenne. Lorsqu'en Côte d'Ivoire, après 12 ans de crise, qui a fait passer le taux de pauvreté de 38 à 55%, et qu'aujourd'hui on est quand même à 40%, mais déjà, il faut connaître les statistiques. Il faut connaître comment est-ce qu'un phénomène apparaît, qu'est-ce qui provoque le phénomène et la rapidité avec laquelle le phénomène disparaît. On l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec le citron qui parlait d'une courbe en V. C'est ce qui se passe après la rébellion. On doit avoir réglé ce problème depuis longtemps. Et la pauvreté, c'est 947 francs par jour. Ce ne sont pas des consommateurs. Donc, c'est la TVA que l'État doit récupérer sur la consommation des gens qui ont des revenus pour faire des dépenses. On parle des infrastructures. Je vais prendre un exemple simple. On parle des infrastructures, des routes. Bon. Pendant ce temps, le CNRA, le Centre national de la recherche agronomique, qui a fait de très bonnes études, est en faillite quasiment. Le CNRA n'a plus de moyens. La station d'Azadier qui vendait des pépinières, ça n'existe plus parce qu'il n'y a pas de moyens. Quand on a fait des routes, l'État aurait dû, dans chaque village, sur les voies qui venaient d'être construites, s'implanter à travers le CNRA pour divulguer des semences hautement productives et ça devient donc des points de production agricole, mais de points de multiplication des semences que les autres villageois viennent acheter et donc assurer une production vivrière en augmentation pour ravitailler Abidjan. Parce que vous vous rendez compte que toutes ces voies-là, c'est à partir d'Abidjan, c'est vers Abidjan. Donc on ne devrait plus avoir de problème d'alimentation ou bien on devrait avoir réduit, au lieu de consommer tout, d'importer tout le temps du riz, on aurait dû par des mécanismes simples augmenter notre production. Et donc, une population qui a des ressources locales se nourrit bien est moins malade. Donc, les importations de médicaments. Et ceux qui vendent ont plus de revenus pour consommer. Donc, la TVA qui augmente. Et donc, il y a deux leviers qui jouent là. Les importations qui baissent, la meilleure santé, les revenus, donc la TVA. Donc, on crée de petites sources de revenus pour l'État, mais à la longue, on multiplie donc les dépenses pour pouvoir augmenter les revenus de l'État. Et on augmente, on densifie en quelque sorte donc la classe moyenne et on arrive à avoir un peu plus de revenus pour faire autre chose. Et vous le savez, dans les années 80 jusqu'aux années 80, les producteurs de café cacao ont pris en charge beaucoup de dépenses sociales parce que ces producteurs avaient des revenus qui étaient réels. Donc, voici un petit nombre de petites choses qu'on doit faire. Penser à réduire, donc, de façon plus drastique la pauvreté et augmenter les revenus des gens qui ne vont pas aller dépenser en achetant des maisons en France, au Canada, aux États-Unis, mais qui vont être sur le plan local pour pouvoir donc dépenser et en dépensant, donc, apporter une source de revenus pour l'État. Donc, le problème, il réside aussi dans l'utilisation du PIB, le ratio du PIB. On devrait plutôt penser au ratio entre les recettes fiscales de l'État et le remboursement donc de la dette qui est contractée. Cela va faire changer donc la préoccupation des gouvernants
du PIB vers les recettes. Et donc, naturellement, ils vont moins penser à accorder des exonérations fiscales aux entreprises étrangères et essayer donc de trouver des moyens pour augmenter leurs recettes. Ces entreprises qui viennent, elles ont besoin de personnel formé que l'État a, a eu à supporter. Et étant donné qu'elles ont la liberté de fixer les salaires, bon, on se retrouve dans une équation qui est biaisée d'avance. L'État dépense beaucoup pour former les gens qui sont moins bien rémunérés par des entreprises qui ont la capacité donc d'expatrier leurs fonds. Et donc, c'est réellement un problème de politique générale et que, à la longue, on doit résoudre. On doit résoudre par un certain nombre d'ajustements. Donc, voilà, en quelque sorte, ce que je voulais ajouter par rapport aux propos donc, que vous avez diffusés hier et aussi les propos préliminaires que vous venez de tenir. Mais Donc, qu'on sorte un peu du fétichisme de la croissance du PIB et qu'on pense plus aux recettes fiscales. Mais au vu de ce que vous êtes en train de dire, est-ce que vous êtes un peu optimiste pour la Côte d'Ivoire ou bien vous craignez que les années à venir, la Côte d'Ivoire se retrouve dans la situation du Ghana aujourd'hui? Bon, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit infaillible, mais ce sont des mesures d'ajustement à prendre. La première mesure, par exemple, de 2011 jusqu'à 2020 par là, la Côte d'Ivoire a brandi l'étendard du libéralisme. 2021, bon, on sait que maintenant la Côte d'Ivoire suit plus le modèle malaisien. Et les Malaisiens n'ont pas été des libéraux. Ils ont favorisé l'émergence de groupes nationaux. Et cette émergence de groupes nationaux, bon, la Côte d'Ivoire a décidé de créer donc des pépites. Le problème qui se pose, c'est que le mode de désignation des pépites des entreprises qui seront sélectionnées, c'est un mode administratif. On le sait aujourd'hui. Lorsque les administrateurs ont la possibilité de choisir eux-mêmes, ils deviennent donc les créateurs de structures qu'ils vont sélectionner. Je veux parler en particulier de la structure qui est supposée veiller sur la transparence des marchés publics. Lorsqu'il y a eu des audits, on s'est rendu compte des dysfonctionnements. On a vu des entreprises avec des capitaux le fonds social de 10 millions de dollars avoir des marchés de plusieurs dizaines de milliards. L'entreprise a été créée la veille, le lendemain, on lui octroie un marché. Donc, si on veut créer des entreprises, dynamiser des entreprises, et que ce sont les administratifs qui doivent les choisir, c'est ce même processus-là qu'on va répéter. C'est ce même processus qu'on va répéter. D'accord. Et donc, on retourne toujours au problème de la Formule 2, là où on peut avoir une Formule 1. Parce qu'il ne faut pas oublier, même au temps de la rébellion, la Côte d'Ivoire était toujours la première économie de l'UMOA. D'accord. Alors, je reviendrai vers vous tout à l'heure, mais l'autre question que je vais vous poser, on a beaucoup parlé tout à l'heure de la carte de séjour, hein, que des Français payent à peu près 150 000 francs CFA par année. Il y a combien de Français maintenant en Côte d'Ivoire? 10 000. Bon, ça peut permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir un peu d'argent. Les autres pays africains, 300 000 francs CFA. Certaines personnes disent que c'est une stratégie pour mettre la pression sur le Mali, le Burkina et la Guinée afin de ne pas quitter la CEDEAO, hein. Mais est-ce qu'aujourd'hui, au vu de ce que nous sommes en train de voir, ça n'a pas été une erreur de la part de Laurent Gbagbo d'avoir supprimé donc la carte de séjour pour les pays de l'Ouest africain, tout en sachant qu'il y a au moins, quand je parle des va-et-vient, peut-être entre 10 et 20 millions par année. Et une affaire
10 000 francs CFA ou bien 20 000 francs, ou bien 20 000 francs CFA, ça peut permettre à la Côte d'Ivoire de gagner donc des centaines donc, de milliards par année. Est-ce qu'il ne faut pas réinstaurer la carte de séjour, à votre avis? Sur ce plan, je n'ai pas de parti pris, mais je suis méfiant parce que en 1980, lorsqu'elle a été instaurée pour la première fois, c'était pour trouver 8 à 10 milliards. Mais on sait que c'est un projet qui a par la suite déraillé. Et personnellement, moi, je sais que, bon, j'ai été invité quelque part à couper et il y avait un sénateur, quelqu'un qui est devenu sénateur, j'étais celui, et il y a un policier qui était arrivé parce qu'il venait de passer un concours administratif et il s'est rendu compte qu'il allait quitter les routes. Le contrôle qu'il va mettre au bord de la route tous les jours lui rapportait beaucoup plus que son salaire. Il devait aller à l'école pour devenir inspecteur. Donc, il allait quitter les routes. C'était un policier qui était originaire du Nord. Il était venu essayer de voir si on ne pouvait pas suspendre son admission au concours. Donc, lorsqu'un État prend certaines mesures, il doit être en mesure de contrôler tout ce qui va se passer après. Parce que les administrations deviennent autonomes et on va donner les moyens à certains d'extorquer de l'argent à une catégorie de gens. Et tout ce qui a été fait comme campagne pour l'ivoirité, c'est basé sur le fait que le pouvoir a tenu un discours qui a été récupéré sur le terrain par des policiers qui étaient avides d'argent. Et ça, toute l'administration, c'est la même chose. L'administration ivoirienne, elle n'est pas aussi productive parce que les fonctionnaires, quel que soit ce qu'ils touchent, sont toujours en train de penser à des méthodes pour pouvoir grappiller des fonds tous les jours auprès des usagers. Et donc, quand on retourne à la carte de séjour, on doit se rendre compte que ce n'est même pas une question de dire que bon, c'est l'ivoirité ou quoi, mais il y a des gens qui ont déjà payé pour être policiers, pour être gendarmes, ils ont payé pour entrer à l'école de police et de gendarmerie. Et donc, si on les laisse sur la route et qu'on leur dit de contrôler les gens, on ne maîtrise plus les excès qui vont se passer. Et vous l'avez dit tout à l'heure, pour ce qui se passe lorsque le policier vous arrête, au lieu que l'argent aille dans les fonds de l'État, dans les caisses de l'État, mais le policier va s'attendre à ce que vous lui donnez quelque chose à lui. Et si on n'a pas cette efficacité-là, et qui consisterait par exemple à doter chaque policier d'une caméra, body camera, pour s'assurer que le policier fait effectivement son travail, plus il a de pouvoir, plus on va assister à des dérapages. Et les dérapages, bon, vis-à-vis des Français, ça ne risque pas de se poser, mais vis-à-vis des populations d'un certain, de certains pays, ce n'est pas sûr que le pouvoir lui-même puisse contrôler tous les tranchants, tout ce qui va se passer. Et pour grappiller combien à l'arrivée, je ne sais pas. Hmm. Donc, ce n'est pas une très bonne Oui. chose, à votre avis, c'est ça? Donc, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais dans la mesure où on ne peut pas contrôler C'est ça, les l'exécution conséquences. sur le terrain. Mhm, mhm. Oui. Ça risque encore de créer. Et Mhm, mhm. oui, un dernier exemple, par exemple, dans le village de mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, bon, euh, la sous-préfecture, c'est la résidence de mon oncle qui a été réquisitionnée. Et quand les gens viennent des villages le matin pour faire leur papier, c'est chez nous qu'ils vont prendre de l'eau en attendant que le sous-préfet arrive, que les gens arrivent. Mais quand les gens arrivent, là, dans le village, oui, ils s'attendent à payer quelque chose d'extra pour ne pas avoir à revenir. Et c'est comme ça que l'administration fonctionne. Les gens ont eu une autre mentalité.
Et tout part du fait que très souvent, pour les concours, pour accéder à l'administration, eux-mêmes, ils doivent payer. Et une fois qu'ils ont payé, bon, ça devient plus facile pour eux de vouloir rentabiliser leur investissement pour entrer dans. Donc, oui. Et donc, cela fait que, bon, sur le terrain, il y a des choses, il y a des dérives qui peuvent avoir lieu. D'accord. Alors, il ne nous reste pas assez de temps encore à peu près pour Je te disais que s'il prend le temps, le frère Touré prend le temps de consulter les publications du FMI, l'accent est aujourd'hui sur l'insuffisance de recettes par rapport à ce qui a été fait. Il prend les publications du Trésor français, l'OCDE, tout le monde met l'accent sur l'absence de revenus par rapport aux investissements. Et le taux de pression fiscale, c'est M. Dier du Trésor qui l'a dit, c'est 12,5%. Et quand il dit que, bon, il y a des institutions, c'est vrai, mais cette façon d'approcher la chose, s'il écoute M. Stanislas Zézé de Bloomfield, il en a parlé que déjà, la Côte d'Ivoire avait constaté 34%, alors que la norme, ce serait de 20%. Donc, il faut dissocier les choses pour mettre l'accent sur les ressources. Et lui-même, Touré l'a souvent dit, si on donne de l'argent à quelqu'un pour faire un commerce, c'est pour que ça rapporte quelque chose. Et l'autre vient de parler, le PIB, c'est pas un revenu. Surtout lorsque le PIB est stimulé par des exonérations fiscales. Prenons les trois secteurs d'activité en Côte d'Ivoire. Le secteur primaire, qui est-ce qui contrôle le cacao? La NARCA. Ce sont des entreprises étrangères qui suivent un peu l'actualité. Les petits acheteurs, les petites entreprises, les petits entrepreneurs ivoiriens se plaignent aujourd'hui parce qu'ils sont étouffés, sont cannibalisés par les grands groupes qui mettent la main sur la production. Et la production augmente, mais ça va dans les poches des grandes entreprises. La dernière fois, j'avais mentionné les 10 premières grandes entreprises de cacao. Effectivement, c'était plus de 800 milliards par an. La 10e, c'est Tafisa, qui ne fait même pas 1 milliard. Alors qu'il y a des groupes qui font 135, Barry Kanyebo. Bon, voici la réalité. Quand on prend le secteur secondaire, il y a le ciment qui a explosé sous M. Ouattara, mais c'est simplement récemment que M. Koné Dossangi vient d'arriver, mais il ne pèse pas lourd comparé à toutes ces entreprises étrangères. On prend l'or. Ça, c'est quelque chose de complètement ahurissant parce que le sédiment aurifère en Afrique de l'Ouest, 30% se retrouve en Côte d'Ivoire, 15% au Ghana. Mais la Côte d'Ivoire a le taux, le code minier le plus favorable de tous ces pays, et la Côte d'Ivoire a de meilleures infrastructures. Donc, nous, on a les potentialités de gagner plus, mais on fait plus de cadeaux aux entreprises qui ne payent pas plus cher les Ivoiriens qui les recrutent. Donc, la possibilité pour l'État de percevoir une partie donc des investissements qu'il aura fait dans la formation est amenuisée. On prend le secteur tertiaire, partout en Afrique, ça explose. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Avant M. Ouattara, il y avait eu des entreprises qui avaient explosé. Mais quand on regarde, ce sont encore les grands groupes français qui ont le contrôle, même le secteur de la banque, la Société Générale. On a Orange. Donc, ça, il y a un boom, mais en fait, c'est comme si on mettait en place un comptoir néocolonial qui ne favorisait en réalité qu'aux grandes entreprises étrangères. Et donc, voilà un certain nombre de choses. Et une dernière chose, par exemple, le cacao. Le cacao, commandant Jacques Roger. Voici une erreur qu'on commet. On ne peut pas être compétitif si on veut faire du chocolat. Et consommer du chocolat, en fait, c'est pour la santé. On met en place l'assurance maladie universelle.
allons vers une consommation de fèves de cacao torréfiées qu'on va inciter les gens à consommer. Ça va réduire donc notre nécessité d'exporter. Et autre chose, ceux qui vont consommer les fèves vont avoir les antioxydants, les flavonoïdes, pour booster leur santé. Et puisqu'on met en place l'assurance maladie, c'est la prévention, donc on va économiser sur les importations, sur les médicaments. On va réduire donc notre stock de cacao qu'on doit forcément vendre à l'étranger. Et donc, on peut aussi, donc, par la suite, aller vers les marchés africains pour gagner des parts. Et tout ça, bon, ceux qui produisent du cacao, qui peuvent transformer facilement, deviennent de plus grands consommateurs et donc on augmente la TVA. Il y a des petites méthodes, petites choses qu'on doit mettre en place, les additionner, former quelque chose d'organique, c'est-à-dire qui est connecté, c'est comme si on renforce les fondations d'une maison au lieu de toujours penser à l'exportation. Donc voilà un certain nombre de choses qu'on doit mettre en place. On peut faire cela pour gagner 1% de croissance, mais 1% de croissance qui va aller directement dans les caisses de l'État, au lieu de chercher à faire 3 ou 5% qui profitent aux entreprises multinationales. Donc, on doit innover, on ne doit pas simplement être dépendant de l'étranger, on doit permettre que le nombre de pauvres diminue, on doit permettre que ceux qui sont des consommateurs augmentent donc leur pouvoir d'achat, de façon à ce que l'État se rattrape sur la TVA. Donc voilà pour aujourd'hui, commandant. C'est un sujet sans fin. La dernière fois, M. Touré prétendait qu'il n'y avait pas de code des investissements favorable aux entreprises. Aujourd'hui, il ne revient pas dessus. Mais je lui demande donc maintenant de voir les documents, les publications du FMI sur le niveau des revenus en fait. Voilà qui est clair. Alors, Touré, allez-y faire votre homework avant de venir discuter. Hein, voilà.